Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle journée. Très beau week-end, le ciel est bleu. Vous savez comme quoi, l'ami Jean-Luc ? Vous savez comme quoi comme vos yeux. Alors pas que, attention. Bonjour Dame Laurence et bonjour à toutes les auditrices et les auditeurs. Le ciel est bleu parce que c'est la journée de la femme, la journée, attention, des droits internationaux. De la femme. Des femmes. Et vous n'allez pas vous déshabiller. Parce qu'on fait de la radio, Laurence. Oui, et regardez, on est aussi sur Facebook. On est aussi en Zoom sur Facebook. Et aujourd'hui. Ça va faire grimper l'audience sur. Il fait chaud d'un coup. Ouais, ça va faire grimper l'audience sur la chaîne YouTube. Les bleus. France-Irlande cet après-midi. On va pas parler que de voitures. Moi, j'adore le rugby également. Et je supporte mon équipe. Ouais, on avait déjà franchi le cap des 1 million d'abonnés sur la chaîne YouTube. Et là, on vient de passer à 2. On vient de passer à 2 millions. Merci beaucoup. Laurent. En tout cas, voilà, vous l'avez vu, bonne humeur de nouveau, avec attention un très très gros programme également. Vous l'aimez bien mon maillot de l'équipe de France, hein, vous l'aimez bien, monsieur Jean-Luc, là il me regarde le maillot. Il est beau mon maillot, Anthony qui réalise. Il y a un beau cop. Ouais, un beau coq. Ouais. Voilà. Alors, au programme, on va commencer entre autres avec les voitures les plus volées en 2024. Exactement. On va pas parler du palmarès des voitures les plus volées, mais on va voir ce que ça implique en termes d'assurance. Est-ce que c'est plus cher d'assurer une voiture qui est beaucoup volée ? Bon, vous vous doutez un petit peu de la réponse. Donc là, on rentrera un peu dans le détail avec Arthur Martiano, qui est le CEO, n'est-ce pas, de leLynx.fr. On parlera aussi alors moi, ce que je trouve un véritable scandale. Est-ce que vous étiez au courant qu'il y avait eu une consultation ? Oui, non. Je l'ai appris avec vous grâce à vous cette semaine en préparant l'émission. Il y a eu une consultation de la région, de la métropole du Grand Paris à propos des ZFE pour demander aux automobilistes si oui ou non ils trouvaient bien de durcir l'accès en fait. Pour les critères 3. Alors c'est pas la capitale puisque c'est le grand périmètre de la 86. À 94%. Les automobilistes ont dit non. Mais c'est pas ça le pire. Mais on n'en a pas parlé nulle part. Alors que d'habitude, quand vous avez une consultation sur les trottinettes, la mairie de Paris en fait des tonnes. Quand vous avez une consultation sur les SUV, ils sont 10 à répondre. Ils ont 51%, mais bon, on dit ils ont décidé. Et là, 94%, personne n'en a parlé. Donc et puis surtout, sur le nombre d'habitants à l'intérieur de la 86, on a eu très très peu de gens qui ont participé à cette consultation. Parce que personne n'a été au courant. Oui, bien évidemment. Voilà, on en parlera avec Alexandra Legendre de la Ligue de défense des conducteurs. Ils ont découvert ça par hasard. Non, mais c'est fou, c'est dingue. On ne nous dit pas tout. Puisque vous parlez de chiffres, l'ami Jean-Luc, on parlera aussi des chiffres du marché français du pneu. Exactement, on décryptera les chiffres 2024. Vous verrez que le marché du pneu se porte pas si mal, mais par contre, vous avez des pneus bridés qui arrivent de plus en plus. Donc, ils sont bridés, ils vont pas aller vite. Non, c'est pas ça, c'est qu'ils viennent d'un endroit où effectivement. Moi, je préfère. Ils viennent d'Asie, ils viennent de Chine. On va dire les choses comme elles sont. Et puis alors, un bel anniversaire. Ouais. Et puis vous êtes venu presque avec sa petite sœur. Oui, c'est pas la même couleur, mais bon. Et puis j'étais pas décapoté. J'ai hésité, j'ai mis une chemise à fleurs ce matin. Je me suis dit non, c'est un petit peu trop quand même. Oh si, ça aurait été bien. Pour offrir des fleurs. Hawaïenne, regardez par exemple, puisque aujourd'hui on est dans la série des cadeaux. Vous m'avez ramené ce matin, grâce à nos amis de chez Citroën, un petit. Oui, parce que vous avez vu la pub pour le nouveau C3 Aircross en fait c'est une famille d'ours qui veut habiter dans le C3 Aircross pour. J'adore la pub. Pour faire dodo, elle est super. C'est vrai qu'elle est bien. Et ça, vous savez ce que c'est ? Ça, c'est une boule de tendresse. Donc j'offre cette boule de tendresse à toutes les femmes qui m'entourent, à toutes les femmes que je ne connais pas, et à toutes celles. Aude, tiens mon loup, tu vas voir, tu vas toucher, c'est un cadeau. Journée nationale des droits. Des droits des femmes. Des femmes, oui, et de toute la planète. Bon, on va faire un tour d'horizon. Il y aura plein de choses à dire. On y va ? Oui, on parlera juste à la fin vite fait du plan d'urgence de l'automobile, puisque c'est les droits des femmes, c'est Ursula von. Ah oui. Ouais. Et vous savez pourquoi on s'entend bien avec l'ami Jean-Luc ? C'est que son côté féminin, c'est qu'il est comme moi, c'est une vraie pipelette. On vous attend au 0826 300 300. C'est notre jolie Aude qui est avec nous, une des femmes les plus exceptionnelles de Sud Radio, et tu sais, je le dis avec beaucoup de sincérité. Et puis Anthony, qui n'est pas une femme, mais qui est exceptionnelle. Oui, mon Aude, tu voulais parler ? Non, je suis honorée d'être là avec vous.
Et c'est un bonheur Merci pour ce partagé. compliment. Bon, non, mais c'est pas un compliment. Oui, si, c'est sincère. C'est en la fait. journée nationale des câlins. Ouais, on va faire ça maintenant. Et puis Un peu Anthony. d'amour dans ce monde de brut. Ouais, beaucoup d'amour. Allez, c'est parti. Vous, votre amour sur la page Facebook de Sud Radio. Vous pouvez nous dire plein de choses et puis vous pouvez nous écrire. Je participe @sudradio.fr pour poser vos questions, participer à l'émission, etc. Vous savez que la porte est grande ouverte. Allez, c'est parti. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Et alors que l'un de mes amis s'est fait voler sa 3008 il n'y a pas si longtemps, on va accueillir. Elle est dans le top 3. Ah bah, elle est dans le top 3, c'est clair. Arthur Marciano, quel joli nom, qui est le CEO, donc Chief Executive Officer, le boss de chez Le Lynx. Bonjour. Bonjour Laurence. Bonjour Arthur. Comment ça va? Bonjour Jean-Luc, très bien et vous? Bon, écoutez, vite fait, pour ceux qui habitaient, comme je dis d'habitude, sur une autre planète, le lynx.fr, c'est quoi? Malinx, le Lynx, ça vous dit sûrement quelque chose. Le Lynx.fr, on est les comparateurs pour aider les Français à faire le bon choix sur leur assurance auto et économiser sur leur contrat, mais aussi sur l'habitation et sur leur assurance moto. Bon, on va parler justement des voitures les plus volées. On va parler contrat d'assurance et prime d'assurance, mais au travers d'un résultat, le classement Argos des voitures les plus volées en 2024. Alors déjà, le podium, c'est quoi? Alors on a compris qu'il y a le 3008, hein, le copain de Laurence, il avait bien choisi. Un beau 3008 et je vais inviter tous ceux qui sont sur la page Facebook de nous dire s'ils se sont déjà fait voler un véhicule et s'ils ont découvert que leur assurance avait augmenté ou pas. Alors effectivement, on voit qu'il y a une augmentation de 5% des vols de voitures l'année dernière, qui fait suite à une augmentation de 11% l'année précédente. Donc une vraie tendance. Et puis sur le podium, on va retrouver la Renault Clio 4, suivie des Peugeot 3008 et 308. D'accord. Ah ouais. Bon, alors qu'est-ce que ça implique d'avoir un véhicule très volé? Déjà, est-ce qu'on sait pourquoi ceux-là, ils sont plus volés? Vous allez me dire parce qu'ils sont plus diffusés. Donc à partir du moment où il y a plus de véhicules en circulation, c'est normal qu'ils soient plus volés. Mais est-ce que ça tient compte du nombre de voitures en circulation, ce palmarès, ou c'est simplement le nombre de voitures volées? Alors effectivement, là, ce paramètre, c'est le palmarès en valeur absolue, donc c'est le nombre de véhicules le plus c'est pas en volé, pourcentage. Effectivement, ils sont plus présents dans le parc automobile. Mais en revanche, ça en fait aussi un attrait pour le vol, puisque plus vous êtes présent, plus vous êtes revendable facilement, et donc c'est plus facile pour à la fois la revente et aussi les pièces détachées. Évidemment. Donc alors, Renault Clio 4, on a dit, Peugeot 3008, est-ce que les gens qui ont ces véhicules-là déjà sont bien assurés? Parce que c'est la première chose. Hein. Si c'est des véhicules beaucoup volés, normalement, à l'origine déjà, ils devraient s'assurer contre le vol. Est-ce que c'est le cas ou pas? Effectivement, c'est ce qu'on observe, c'est que le choix de la formule d'assurance, et donc on parle souvent d'assurance tout risque pour inclure le vol, mais pas que, le tiers étendu aussi peut inclure le vol, et le choix prédominant des possesseurs de ces voitures-là. On voit que pour la Renault Clio 4, par exemple, 58% de ses conducteurs ont choisi la formule tout risque, alors qu'en moyenne, c'est plutôt 48%. 64% pour le 3008 et 47% pour le 308. D'accord. Bon, c'est des véhicules relativement récents. Ça explique peut-être aussi pourquoi ils sont assurés contre le vol. Absolument. Ça explique aussi ça. Ils sont relativement récents, donc du coup, ils sont plus en risque. Mais on est à près de 2 tiers qui s'assurent en risque sur le 3008, ce qui est bien au-dessus de la moyenne. Qu'est-ce que ça implique pour le propriétaire d'une Clio 4, Peugeot 3008 ou Peugeot 308, en termes de prime d'assurance, d'avoir un véhicule très volé? J'imagine que quand vous arrivez chez votre assureur en disant je veux assurer une Clio 4, contre le vol, il vous regarde un petit peu en biais, ou alors avec un grand sourire. Oui, en se il disant, va poser des questions. Oui. Est-ce que vous avez un garage privé? Où est-ce qu'elle dort? Enfin, je sais pas. Absolument. Du coup, le modèle de la voiture est un paramètre important du prix de l'assurance, en l'occurrence pour le vol, mais pas que. Et il y a tout un tas de paramètres importants en plus qui incluent effectivement là où le véhicule va dormir, là où il est, donc la localisation, mais aussi les paramètres du conducteur en lui-même. Et ne serait-ce que la région, parce qu'il y a des régions qui sont plus puissantes en termes de vol. Un peu plus que d'autres, ça c'est clair. Si vous êtes dans la Creuse, on est un peu tranquille. Dans le Larzac, ça c'est sûr qu'il y a un petit peu moins de voleurs. Alors on le voit sur les primes d'assurance, si vous assurez en Bretagne, vous avez un prix qui est nettement inférieur en moyenne avec une assurance en Ile-de-France ou en PACA. D'accord.
Ah bon, mais Ouais, pourquoi on voudrait dire qu'il y a des voleurs en Île-de-France et en PACA. Oh là là, oh là là, quelle ségrégation. Faut faire attention à ce que vous dites. Alors, pas que. Là, je regarde juste la prime moyenne par région, et effectivement, on observe que la prime moyenne d'assurance auto en Bretagne est la plus faible parmi les régions, à 553 € par an en moyenne l'année dernière. Bon, est-ce qu'on peut prendre un exemple concret ? On va rester sur la Clio 4 qui est en tête du palmarès. Ça coûte combien d'assurer, on va dire tout risque pour faire simple, une Clio 4 ? Et si elle était moins volée, un véhicule équivalent, est-ce que c'est beaucoup moins cher ? Est-ce qu'on peut estimer cette surprime qui est due au survol, on va dire ça comme ça, bien que ça plane pas, mais c'est du survol quand même. Tu sais, plus le fait que tu peux demander à ton assurance une option supplémentaire où on te rembourse le prix de la voiture, voire même plus que le prix Argus de la voiture. Oui, il doit y en avoir beaucoup dans les canaux des Renault Clio 4. Effectivement, alors on a des belles différences entre les modèles et même au sein pour un même modèle entre les régions, comme on le disait. Il y a énormément de paramètres qui rentrent en compte dans votre assurance. Notamment le profil du véhicule en plus, le profil du conducteur avec son bonus, sa sinistralité. Et aussi, un point important à avoir en tête, c'est que tous les assureurs n'ont pas la même perception du risque et pas la même tarification associée à ça. Donc c'est important de comparer au sein des assureurs aussi, puisque certains assureurs vont estimer un risque peut-être différemment d'un autre assureur. Et donc on vous recommande effectivement de bien comparer les différentes offres pour s'assurer que vous êtes bien couvert et que vous êtes bien couvert chez le bon assureur en fonction de vos besoins. Oui, alors vous donnez quelques chiffres quand même. Vous dites 923 € pour la Clio 4, c'est 16% de plus que la moyenne. 923 € à l'année. Oui, exactement. Absolument. C'est une voiture neuve, là. Je trouve que c'est cher. Hein, c'est plus cher que la 308, qui est un véhicule de catégorie supérieure qui coûte 832 € à assurer à l'année. C'est 5% de plus que la moyenne. Mais première année, voiture neuve, sans bonus. Je pense que c'est des voitures neuves. Et d'ailleurs, à ce propos, Arthur, on a tout intérêt à faire jouer la concurrence et à se servir alors de comparateur pour aller voir d'une année sur l'autre si je peux pas faire baisser ma prime d'assurance, parce que on a un véhicule qui va vieillir, donc qui va être remboursé moins. Par contre, la prime, elle baisse pas au fil des années, on est d'accord. On a tout intérêt à faire jouer la concurrence parce que les assureurs n'ont pas forcément la même perception de ça et vont pouvoir vous offrir des tarifs plus compétitifs. En plus, depuis la loi Hamon, il est hyper simple de changer. Ça se fait facilement après un an. C'est sans frais et c'est souvent l'assureur, le nouvel assureur qui s'occupe des démarches de résiliation. Ouais. Il y a Stéphane qui dit une très bonne réaction sur la page Facebook. Vous le savez, Stéphane, c'est notre 3e co-animateur parmi le million que vous êtes sur YouTube, entre autres. Pourquoi ne pas proposer des traceurs éprouvés aux clients ? C'est-à-dire que pourquoi les assurances ne proposent pas effectivement d'avoir des traceurs obligatoires sur les voitures les plus volées ? Par exemple, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Ça serait une bonne idée, ouais. Il y a aujourd'hui un traceur, ça coûte 4 fois rien. Si vous avez un iPhone, vous pouvez mettre un petit traceur dans la voiture et vous arrivez même à voir en temps réel sur votre voiture, sur votre téléphone, où est votre femme, par exemple. Ah, alors ça, l'ami Jean-Luc. Déjà, tous les jours, c'est pas bien, mais aujourd'hui, ça allait encore mieux. Un petit coup de nounours, tiens. J'ai fait exprès. Je sais, c'est pour ça que j'ai réagi, parce que c'est trop drôle. Non, mais en fait, c'est pas une mauvaise question. Est-ce qu'il y a des moyens de faire baisser son tarif d'assurance en restant dans la même assurance ? C'est-à-dire, autrefois, c'était le gravage des vitres qui permettait d'avoir une petite ristourne. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des solutions ? Alors, le meilleur moyen, c'est adopter des réflexes de prévention, effectivement. Donc, garer son véhicule dans un garage privé plutôt qu'à l'extérieur, par exemple. De faire attention à la façon dont vous êtes assuré. C'est le premier moyen, quand même, de faire baisser son assurance. C'est de comparer et d'ajuster à ses besoins et donc d'aller faire le tour des assureurs avec un comparateur pour vérifier que vous avez le meilleur tarif. Il y a quand même quelque chose, et j'aimerais Arthur Marciano, vous réagissiez là-dessus, vous qui êtes le CEO chez Le Lynx, le comparateur d'assurance, c'est que quand vous faites voler la voiture une fois, vous avez donc atteint, pour certaines assurances, un taux maximum de dépenses qu'elle voudra faire pour vous. Et elle risque, en fonction qu'il y ait eu un accident, par exemple, de vous radier complètement à cause d'un vol. Et on ne peut rien faire, parce que quand une assurance vous radie, vous allez pouvoir avoir accès à d'autres assurances, mais là, ça va encore démultiplier votre prime d'assurance. Et là, moi, je trouve qu'il y a une injustice, parce que vous vous faites voler. C'est la double peine. Hein. Ouais, évidemment. Et ça, est-ce qu'on peut comparer les services d'assurance à ce niveau-là, Arthur Marciano, savoir le taux maximum, voyez ? Alors absolument, vous devez, c'est un paramètre important. Et puis une fois que vous avez eu malheureusement un sinistre ou un vol,
vous pouvez comparer et de la même façon, les assureurs vont pas avoir la même perception de cet historique et donc vous proposez des tarifs qui sont différents. Donc on vous engage à comparer les offres pour voir justement celle qui va être plus adaptée à vous et vous pouvez faire des économies substantielles. Nous, on mesure des économies de l'ordre de jusqu'à 379 € par an pour son assurance auto en fonction des assureurs. C'est conséquent. Écoutez, très bien. Hein. Autre question, et ce sera peut-être la dernière, je sais pas, t'en as une autre? Non, ça va? Non, après c'est un conseil que je vais donner. Est-ce qu'il est plus à même d'avoir deux assurances différentes, c'est-à-dire une assurance pour la maison et une assurance pour l'automobile totalement différentes, puisque du coup, je pense à ceux qui ont été entièrement inondés, par exemple, avec toutes les inondations qu'on a eues, ils ont des assurances qui marchent pour la maison. Ils ont perdu leur voiture et du coup là on explose les plafonds au niveau des coûts qu'on a coûté à l'assurance. Donc moi je me disais, est-ce que ça vaut pas mieux d'avoir deux assurances différentes? Vous en pensez quoi, Arthur Marciano? Là encore, il faut comparer absolument et ça peut être plus intéressant d'avoir deux assurances différentes et de comparer pour l'assurance auto, de comparer pour l'assurance habitation et de faire des économies sur les deux. Madame conseille ce matin sur Sud Radio. Alors tiens, on va finir par un conseil pour éviter de vous faire voler votre voiture, puisque aujourd'hui, paradoxalement, l'informatique permet de voler les voitures beaucoup plus facilement qu'il y a quelques années. Les bons vieux réflexes de la canne qui bloquent la pédale et le volant, une pédale et le volant. Alors il y en a qui me disent ouais, mais si on a une boîte de vitesse automatique, on peut pas bloquer l'embrayage. Bah vous bloquez le volant avec la pédale de frein. Oui. Exactement. Donc là, moi j'ai un bloc. Voilà. Et de plus en plus de homejacking, c'est-à-dire que les voleurs rentrent chez vous, prennent les clés de la voiture et s'en vont avec la voiture. Donc un petit coffre qu'on peut mettre chez soi, ça coûte aujourd'hui 4 fois rien. Hein, pour 150 €, vous en avez un. Vous mettez un petit coffre. Avec un code pour ouvrir et vous mettez vos clés de voiture dedans. Et puis, dernière, et ça va dans ton sens, on est vraiment conseil ce matin, c'est cool, c'est normal, c'est la journée des femmes, on est quand même beaucoup plus pratique. C'est quand vous partez en vacances, vous prenez l'avion, vous laissez votre voiture dans votre maison, prenez les clés et les papiers, vous les mettez chez un ami s'il faut, mais vous ne les laissez pas dans la maison. Pas dans la maison, même avec un coffre. Ouais. Ou alors, dernière solution. Vous faites comme Jean-Marie Bordry, vous achetez une Renault Modus, ça ne se vole pas, il n'y a que les déséquilibrés qui les volent, donc vous les retrouverez facilement dans les asiles de fous. Voilà. Un jour, il faudra qu'on mette la photo de la voiture de Jean-Marie sur la page Facebook. Allez, on continue avec vous. Merci beaucoup, Arthur Marciano. Vous êtes le patron de chez Le Lynx, d'avoir été, en tout cas l'un des CEO, d'avoir été avec nous. On vous souhaite un bon week-end. Merci beaucoup. Merci. La bonne humeur continuera jusqu'à midi, vous l'avez compris, dans quelques instants. On vous accueille au 0826 300 300. C'est Richard qui nous avait envoyé un mail à jeparticipe@sudradio.fr en mettant On parle auto dans l'objet du mail et toutes ses coordonnées plus sa question. Et c'est lui que nous allons rejoindre dans quelques instants. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et évidemment, je vous donne le grand rendez-vous de l'après-midi également, puisqu'on est fan de rugby, ça, je ne vous apprends rien sur Sud Radio. Et à partir de 14h30, vous allez pouvoir suivre François Trio et Alexandre Priam pour l'avant-match. Évidemment, le match de la 4e journée Destination Irlande-France. On l'attend ça avec impatience. Tiens, d'ailleurs, lui aussi, il était impatient de nous rejoindre. C'est Richard au 0826 300 300 pour On parle auto. Bonjour Richard. Bonjour Richard. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc, merci de me recevoir. Ah bah avec toujours beaucoup de bonheur, ça va vous? Oui, ça va très bien. Je vous appelle pour un petit problème sur une voiture qui est très peu volée, à mon avis, vu l'ancienneté. D'accord. Une Toyota Verso de 2010 en essence. D'accord. Et mon véhicule principal depuis une dizaine d'années, donc un très bon soldat. Un peu anémique, mais un très bon soldat. Ouais, parce que vous avez quoi, le 1,6 litre dessus, c'est ça? Oui, voilà, ouais. C'est le moteur qui équipe la Lotus Elise, mais bon, en version 7 places... Ouais, là, sur un monospace, évidemment, c'est voilà. Moins bien. Hein. C'est ça. Mais bon, je me pose la question, de faire une grosse réparation. J'ai a priori les jeux soupapes qui sont abîmés, là, avec un entretien qui s'élève à 2500 €. D'accord, pour un véhicule. Ouais. Voilà. Alors, quand vous me dites... parce qu'il y avait un système Valvetronic sur la voiture, et votre modèle est antérieur à 2012, hein, c'est ça? Oui, il est de 2010, c'est ça. Et alors, il y a eu, à l'époque, un défaut du contrôleur Valvematic, ça s'appelle comme ça, qui avait été notifié par Toyota. Donc, je ne sais pas si votre voiture avait subi un rappel ou pas.
Est-ce que, d'après votre concessionnaire, c'est ça qui est en panne ou pas ? Parce que il y a peut-être, alors bon là non, 2010, ça fait quand même un peu loin. Et puis elle a combien de kilomètres surtout ? C'est un bon soldat, elle a 227 000 kilomètres. A priori, elle pourrait faire beaucoup plus. C'est pour ça que je me pose la question. Il y a quelques années, je me serais pas posé la question. Mais bon, avec tous les véhicules modernes, on va dire maintenant, les 3 cylindres, les turbos, etc., je me dis peut-être quand même que ça vaut le coup d'investir dans ce véhicule. Est-ce que vous êtes... Alors non, mais le problème, là, vous êtes à 225 000 km, sans doute, il va y avoir d'autres frais à faire dessus. Bah voilà. Embrayage, vous l'avez déjà fait ou pas ? Non. Ah oui. A priori, il peut encore tenir, mais bon. A priori, 225 000, ça va. Bon, vous me direz, si vous faites 225 000 d'autoroute, ça use pas l'embrayage. Les amortisseurs, ça a été fait ? Les amortisseurs, non, mais d'après le garage Toyota, ils pompent pas, ils ont l'air en bon, bon alors état, non, mais dites-vous que là, dans un futur proche, vous allez avoir l'embrayage, les amortisseurs, les freins, enfin bon, bref, vous allez faire réparer le moteur et à peine réparé, vous allez repasser au garage pour autre chose et ça n'en finira pas. Quand on a un véhicule qui commence à être vraiment très âgé, quand on arrive à la première grosse panne, on lâche l'affaire. Alors, vous le vendez pour une petite somme, quelqu'un le rachètera pour soit utiliser les pièces, même si c'est interdit, soit éventuellement changer le moteur. Peut-être que on peut trouver un moteur. Je sais pas, vous avez cherché un moteur d'occasion, par exemple ? J'ai regardé en fait sur les sites combien ça coûtait un moteur d'occasion. C'était moins cher que la réparation elle-même. C'est 1 500 € quoi. D'accord, moteur d'occasion. Pourquoi pas mettre un moteur d'occasion si le reste de la voiture est en bon état, mais ça n'empêchera pas de changer l'embrayage. Non, moi je pense que ça vaut pas le coup. Je pense que ça vaut pas le coup. D'accord. Bon. Je voulais avoir votre avis éclairé sur le sujet. Vous m'auriez dit, je veux acheter un PureTech à la place, j'aurais dit non, regardez celui-là. Mais faut qu'on le dise une fois par émission, c'est dans la charte. Les vieux PureTech, pas ceux d'aujourd'hui. Non, mais par contre, j'ai vu dans le message que vous aviez envoyé, vous avez marqué que vous aviez aussi des véhicules de collection auto-moto, une Honda CB 450, une K5, une Triumph TR6, voilà, une 911 Carrera 4 type 964. Bon, celle-là, je me charge de faire remplacer votre moteur de Toyota en échange de la 911. On peut s'arranger comme ça. Mais l'homme ne doute. Il manque de place. Il ne doute de rien, celui-là. Il ne doute de rien. Tiens, puisque c'est la journée internationale des droits des femmes, mesdames, vous qui avez aussi des voitures de collection, vous qui adorez la voiture, vous qui êtes passionnés, même qui savez mettre les mains dans le moteur, appelez-nous. Tiens, on va ouvrir le standard 0826 300 300 et venez partager votre passion de la voiture avec nous. Mesdames, je vous attends. Vous habitez dans quel coin d'ailleurs testostéroné. Je me souviens pas si on vous l'a demandé, Richard. Dans quel coin j'habite ? Oui. Sur Risson-Rangis. Ah, je connais 91. Ça me fait pas loin pour aller chercher la 911. Et alors je connais bien, c'est très bien. parce que moi j'ai fait une partie de mon collège là-bas. Enfin, j'ai fait mon école primaire et mon collège et je jouais au basket à Risson-Rangis à l'époque. Ah, très bien. Ouais. Tiens, ça va intéresser personne, mais la 911, la Carrera 4, quand elle est sortie, je travaillais pour Turbo à l'époque, ça doit être en 88 ou 89. Ah, j'étais pas née. Et voilà, et la présentation était à Monaco, et j'avais trouvé la bonne idée, comme c'était une 4 roues motrices, je me suis dit, tiens, on va la mettre sur la plage pour faire des images. Mais non. T'as pas fait ça, Si. Je vois le coup arriver. Ouais, non, alors on a réussi à la sortir. Ah oui, t'as pas tanké. Ça a été très long, si, elle a été, Ah oui, t'as elle tanké, était bloquée. ouais. J'avais trouvé une plage avec du sable. Il n'y en a pas beaucoup dans ce coin-là, mais j'avais trouvé une plage avec du sable. Et je m'étais dit, bon, bah voilà, 4x4, ça sortira. Non, ça sort pas. Donc je vous déconseille d'aller à la plage avec cette voiture. C'est pour ça que je peux vous en débarrasser pour un prix modique. L'homme n'est pas du tout insistant. Bon, mais en tout cas, Richard, merci de ce partage. Non, mais changez. Ouais. Et Je fais pas un dernier coucou, je fais partie d'un club moto ancienne, justement, à Arpajon, la VMC. Ah oui. D'accord. La fête de la moto à Arpajon, là, le 12 et 13 avril prochain, donc venez nombreux. Ok, super, mais ça va se passer où, Arpajon? Parce que c'est grand, Arpajon, c'est long. C'est pas loin de Montlhéry. Non, mais oui, mais à quel moment? Parce qu'il faudra sortir de la Nationale 20 et tout, c'est à quel? Parce que c'est long, Arpajon, la ville est longue. Oui, alors 12 et 13 avril, alors c'est en plein centre, c'est Voilà. la place centrale, la place du marché. Quoi. Voyez, vaut mieux être très précis. C'est fait, Oui. le message est passé, Richard, Ouais. on vous embrasse fort. Je vous rappellerai, Richard, et puis on en parlera peut-être dans l'émission. On essaiera de vous avoir Oui. pour parler de cette fête de ce Ouais. rassemblement moto. Par exemple.
Très bien. Merci Richard. On vous embrasse. Au revoir. Allez, à suivre évidemment, juste après avoir pris le temps de découvrir Richard, ce sera l'essai de la semaine. Et c'est une Volkswagen dont va prendre le volant l'ami Jean-Luc sur Sud Radio bien sûr, mais également vous retrouverez la vidéo totale sur la page YouTube où vous êtes plus de 1 million maintenant à être abonnés à la page YouTube de Sud Radio. Merci beaucoup, c'est grâce à vous que nous sommes là et que nous prenons toujours autant de plaisir, sans flagornerie, à être avec vous tous les samedis matins et toute la semaine pour les collègues. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Présente Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Et nous sommes heureux bien sûr de prendre le volant dans quelques instants. D'ailleurs, c'est une femme qui va prendre le volant avec nous, c'est Chantal qui a composé parce que je vous ai ouvert l'antenne. Mesdames, venez au 0800 26 300 300. Enfin, en même temps, vous venez tous les jours, mais particulièrement aujourd'hui, et qui va nous raconter sa passion de l'automobile. Il en est un autre, c'est un homme. Personne n'est parfait. Il s'appelle Jean-Luc M de Paris et lui, il a pris le volant aujourd'hui de la Volkswagen. Volkswagen. Alors, je sais pas si on dit Tyrone, parce que si on dit Théron, moi je rajoute petit patapon, évidemment. Oui, ou alors Théron, t'as trop bu. Non, c'est le 8e SUV de la gamme en Europe qui vient s'intercaler entre les Tiguan et Touareg. Il s'inspire d'ailleurs largement du Tiguan. Je vous la fais courte, c'est un Tiguan rallongé. Voilà. Bon, plateforme EQB Evolution, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. 4,77 m de long, c'est 20 cm de plus qu'un Tiguan qui fait 4,54 m. Il a été développé en Allemagne, comme le Tiguan. Il est proposé, et c'est pour ça qu'il est plus long, en 5 ou 7 places. Alors, si côté look qui s'inspire largement du Tiguan, il y a quelques différences, en particulier au niveau du capot, qui descend pas jusqu'au niveau des phares. On a aussi des phares qui peuvent être matriciels en option, qui sont différents. On a le bandeau chouette à l'arrière qui s'illumine en rouge. On le voit, c'est très beau. Et pour la première fois sur un Volkswagen thermique. Et puis, bon, évidemment, gros avantage de cette voiture, c'est qu'on a un grand coffre qui va de 345 à 1905 litres sur cette version, 850 litres avec les sièges rabattus. Pourquoi ? Parce que on peut sortir 2 petits sièges qui sont dans le coffre. Alors, le problème de ces petits sièges dans le coffre, on le voit, ceux qui ont la vidéo, que en plus la banquette est coulissante sur 18 cm, mais pour passer derrière, si vous voulez transporter mémé, ça va pas être mémé, possible. Parce que là, Pépé, il a eu du mal à rentrer. Pépé avait déjà du mal à rentrer, et Pépé, en plus, il a pas beaucoup de place, parce qu'on a vraiment les genoux dans le menton, le siège de devant, quand il est rabattu, il faut être cul-de-jatte pour être à l'aise. À la Chabat, il rentre pas. Non, ça c'est clair. Alors, l'habitacle, il est proche du Tiguan avec une planche de bord qui est identique, tout juste agrémenté d'un insert en bois véritable. Eh oui, en bois véritable, voilà. C'est beau, ça. On a un volant avec des commandes physiques. Enfin, Volkswagen a compris que les touches tactiles, c'était pas bien. On a aussi les mêmes compteurs numériques que sur le Tiguan, que je trouve super, 10,25 pouces. Et puis, sur notre version, on avait en plus l'affichage tête haute optionnel qui marche extrêmement bien. Sur notre finition élégance, on a juste un écran géant au milieu du tableau de bord, 15 pouces. Et puis, sous cet écran, on a... alors là, Volkswagen a encore quelques... Parce qu'il faut passer par tous les menus de l'écran. Volkswagen a encore quelques progrès à faire sur les touches tactiles, mais il y a quand même une touche qu'on peut tourner qui permet de modifier d'abord le style de conduite. On passe sport, éco, etc. Et puis on peut aussi modifier l'affichage dans la voiture. On a des sièges, alors ça c'est important, pourquoi ? Parce que c'est vraiment un vaisseau au long cours. On a des sièges qui sont très confortables, qui sont réglages électriquement, qui sont ventilés, chauffants, pas en cuir. Parce que vous savez, aujourd'hui, faut préserver les meumeux, donc plus de cuir dans les voitures. Et particularité sur notre véhicule d'essai, parce que c'était une présentation internationale. Donc là, il y avait des diesels, 2 litres, 193 chevaux. Vous dites, ouais, chouette, 4x4. Le retour et tout. Non, il sera pas vendu chez nous, celui-là. Ah, ok, bon. À cause du malus CO2. C'est dommage. C'est dommage parce que la voiture, pourquoi je vous parlais du châssis tout à l'heure, parce que le châssis, il accepte la suspension qu'on appelle DCC Pro, qui est en fait une suspension active et avec des petits trous, entre guillemets, sur notre voiture, on a un confort qui est absolument royal. Alors, les trains roulants sont adaptés, sont ceux du Tiguan, mais ils sont adaptés au poids plus important.
important de la voiture. Ça explique que ce soit pas une ballerine, même en mode de sport, on est embarqué un peu dans les virages, ça s'ouvre franchement malgré la suspension active. Donc c'est pas, vous l'aurez compris, c'est pas un véhicule fait pour faire de la petite route. On a des palettes au volant, mais franchement, c'est pour commander la boîte automatique. Alors il y a boîte automatique ou boîte automatique, donc vous aurez le choix à cet rapport. Les palettes au volant, elles servent à rien parce que on n'a pas besoin. En plus, avec le diesel, avec un gros couple, on a 400 Nm de couple sur celui-là. Vous n'avez pas besoin de vous servir des palettes au volant, même pour doubler, vous écrasez la pédale d'accélérateur, ça accélère. C'est un véhicule qui, malheureusement, vous l'aurez compris, n'est pas franchement adapté à la ville parce que avec un diamètre de braquage qui est un peu large et puis surtout une longueur qui est quand même importante. Je vous rappelle 4,77 m. Donc si vous devez faire de la ville, vous évitez ça. En revanche, pour l'autoroute, c'est top. Pour l'autoroute, c'est top. Pourquoi ? Parce que d'abord, la voiture est très silencieuse et puis la consommation sur autoroute est extrêmement raisonnable pour un vaisseau de cette ampleur. Moi j'ai fait pas mal de kilomètres, à 6,8 litres au 100 de moyenne. Et le paradoxe, c'est que sur route, on consomme plus. J'étais à 7,8 litres au 100, ce qui vous explique bien qu'un diesel, c'est pas fait pour faire des petits trajets, c'est pas fait pour de la route. Alors, cette version, je vous l'ai dit, elle n'est pas vendue en France à cause du malus écologique et du malus au poids, mais vous pouvez avoir un 2 litres TDI diesel en 2 roues motrices. Cette version 150 chevaux coûte 55 300 €. C'est quand même plus cher que le Tiguan. Je me demande d'ailleurs pourquoi ce véhicule va être vendu en France, parce que si vous voulez un plus grand, vous prenez le modèle au-dessus, vous prenez un Touareg, et puis si vous voulez un véhicule plus adapté à la circulation dans nos pays, vous prenez un Tiguan. Je comprends pas bien en fait le positionnement de ce véhicule-là. Bon, il existe aussi, il y a d'autres motorisations. Il n'y a pas que du diesel, il y a de l'hybride rechargeable et il y a de l'essence hybridation légère. La sortie, c'est prévu pour quand ? Là, ça arrive. Ça arrive. Alors normalement, vous n'avez pas entendu ce que je vous ai dit parce qu'il y a un release jusqu'à demain, donc je vous demande de... Alors attends, il faut que tu expliques à tous ceux qui nous écoutent ce qu'est un release. Un release, les journalistes essayent les voitures, ils n'ont pas le droit d'en parler avant une certaine date. Donc normalement, c'est jusqu'à demain. La date, c'est demain, mais bon... Après, peut-être qu'ils reviennent aussi un peu au diesel par rapport au fait que Volkswagen va mal, donc du coup... Non, c'est pas ça. Non, c'est que typiquement ce véhicule-là, si vous avez un bateau à tracter, avec le gros moteur diesel 193 chevaux et 4 roues motrices, c'est génial. C'est pour tracter quelque chose, c'est super. Il y a des usages où c'est vraiment adapté, il y en a d'autres où ça l'est pas beaucoup. Alors puisqu'il nous reste un tout petit peu de temps, moi vous savez que j'ai eu la chance d'essayer la Lynk & Co. Je suis partie, la toute nouvelle, la 02, 100% électrique. Je vais être très honnête avec vous, c'était la première fois de ma vie que pendant 4 jours, je partais avec une voiture 100% électrique. On se moque pas. Mais je me suis posé plein de questions, comme ceux qui n'ont jamais essayé de voiture électrique pendant plusieurs jours, de se dire, ça va être la galère pour surcharger, etc. Ouais. Alors, j'ai pu tester, mais alors ça, c'est exceptionnel. Toutes les stations de charge rapide, j'en ai trouvé partout. La Lynk & Co. sur son écran, vous appuyez sur les petits signes électriques, et elle vous dit où est-ce que sont les bornes, qu'elles soient en petite charge, grande charge ou charge rapide. J'ai adoré conduire cette voiture. Le plaisir de la conduite sur une électrique, il est présent. Il y a plein de nouvelles choses de technologie à l'intérieur. C'est plutôt agréable, sauf, et là vous savez où je viens, les ADAS. Les ADAS, où il n'y a plus un seul bouton, où il y a 2-3 sur le volant, mais qui n'ont rien à voir avec les ADAS. Il faut à chaque fois que vous démarrez la voiture, aller les annuler, parce que du coup, elle parle tout le temps, la voiture. Attention, restez concentrés sur la route. Attention, vous allez machin. Attention, vous dépassez la vitesse. Il y a un moment, ça m'a un peu fatigué. Mis à part ça, ça a été vraiment une très très belle surprise. Pas d'angoisse pour la charge. Aucune angoisse pour la charge, aucune. Et alors j'ai testé. Alors vitesse de charge maxi, vous avez regardé ? Oui, alors en 25 minutes, je suis passé de 20 à 80%. Très bien. J'avais pris un bouquin, j'ai pris le temps de vivre, il faisait beau, j'ai emmené mes parents sur le bord de mer, on est allé manger au restaurant, j'ai fait essayer la voiture à mon papa de 85 ans qui conduit bien, qui avait jamais essayé de voiture de sa vie. Voilà, Lynk & Co, la 02 de voiture électrique, parce que lui était routier, donc autant vous dire que des voitures, des tracteurs, des camions et des gros culs, là, il en a conduit plusieurs. Eh ben sérieux, c'était une carrément bonne surprise. Bon, voilà. Tant mieux. Lynk & Co 02. Voilà. Bien agréable à conduire et merci à Lynk & Co de me l'avoir prêté pendant 4 jours. Ah bah tiens, regardez. On a une auditrice. Non, on a d'abord une virgule. On a une virgule. Sud Radio, on parle auto.
et on prend le volant. Avec Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Rendez-vous sur biomotors.fr. Bonjour Chantal. Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Mais il y en a beaucoup Laurence trop. Perron. Il y en a beaucoup Incroyable. trop. Salut Chantal, Bonjour comment ça va? Chantal. Bonjour à vous deux. Ah, quel bonheur de vous entendre. Vous avez tout plein de joie et de bonheur dans votre voix. Ça fait beaucoup de bien. Ben, je suis ravie de participer. Depuis le temps que je vous écoute, j'ai dit j'appelle parce que j'ai plein de choses à dire. Alors allez-y. Alors, je suis une fan de votre émission déjà d'une part. Ah. J'adore les vieilles voitures et j'ai moi-même une Fiat 500 que je me suis offerte pour mes 40 ans. Tout le monde m'en a dissuadé en me disant mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu vas mettre de l'argent dans une vieille voiture alors que tu peux avoir une Fiat 500 les dernières. Donc j'ai pas dérogé, j'ai dit non, c'est mon. Ça n'a rien mon à rêve. voir. C'est un autre plaisir de conduire. C'est clair. Alors je l'ai acheté à un ancien garagiste. En fait, cette voiture était parquée à l'extérieur. Depuis des années, j'y passais régulièrement devant. Je lui dis mais cette voiture rentrait là. Je lui dis mon Dieu. Il me dit mais quand même, mais c'est ma voiture. Alors je lui ai laissé mes coordonnées. En fait, il m'a fait attendre pendant 4 ans et il a réparé pour moi parce qu'il y avait du monde qui lui demandait. Et du coup, j'ai eu cette voiture et j'étais trop fière. Et je l'ai encore. Malheureusement, je la fais pas trop tourner, donc là, il faut que je m'en occupe un petit peu plus. Mais là, il commence à faire beau. Alors, donc, les voitures anciennes vont de nouveau rouler. Alors, avant de reprendre la route, il y a quelques petits trucs à faire. Si votre voiture n'a pas roulé depuis longtemps, vous allez faire une vidange, vous allez vérifier les niveaux, vérifier la pression des pneus. Enfin bon, tous ceux qui roulent en voiture ancienne, c'est des choses habituelles qu'ils regardent. Et Chantal, vous savez faire tout ça? Vous savez un petit... Écoutez, je prends sous la main mon beau-frère ancien mécano, donc Ah oui. j'en profite, je le fais bosser un petit peu, quoi. Ouais, c'est ce qu'il faut faire. Ouais, puis il faut apprendre aussi. Alors mon rêve, c'est d'apprendre. J'ai appris qu'il y avait un garage sur Mont-de-Marsan qui formait justement à la mécanique des vieilles voitures. Alors il faut que je me renseigne parce que ça, c'est un truc que j'aimerais absolument faire. Voilà, donc j'ai plein d'idées. Oui, parce qu'il y a cette fierté de dire, après, quand vous présentez la voiture à des amis ou vous les faites rouler dans votre voiture, de dire, c'est moi qui l'ai fait. Voilà. Ouais. C'est comme quand vous cuisinez, si vous faites quelque chose qui est bon et que vous dites, c'est moi qui l'ai fait, c'est mieux que de dire, c'était un produit surgelé. Là, c'est pareil. Et vous connaissez des gens qui donneraient des cours comme ça ou des formations pour réparer l'ami Jean-Luc? Vous êtes Mont-de-Marsan, vous êtes un peu loin des gens que je connais, malheureusement. Par exemple en Île-de-France. Non, parce que moi j'aimerais bien apprendre des trucs aussi. Alors en Île-de-France, je connais des garages qui font de la voiture ancienne, qui accepteraient éventuellement d'avoir quelqu'un, mais vous savez ce que c'est, en fait, quand vous avez quelqu'un à qui vous devez expliquer des choses, vous perdez du temps sur votre boulot. Bon, j'en connais, il y en a des très sympas, c'est des grosses bavasses, donc alors c'est pareil. C'est quoi une grosse bavasse? C'est là Laurence on parle Perron. Oh non, une grande, mais pas grosse, ça y est. Bavasse oui, mais pas grosse, c'est fini. Non, mais c'est le problème des passionnés, c'est que vous allez vous retrouver avec des gens passionnés, ils ont plein de choses à dire, plein de choses à partager. Une semaine de stage. Voilà. Et Chantal, vous avez d'autres voitures qui vous feraient envie? Mon grand rêve, c'est d'avoir une estafette. Je trouve qu'elles ont une âme, une gueule, et voilà. Et une estafette bleue avec un gyrophare au-dessus, non? Même pas, peu importe. Vous avez vu que Renault ressort l'estafette? Ouais. En version électrique, mais ils ressortent l'estafette. Ils font vraiment appel à notre fibre souvenir, nostalgique. Ouais. Bon, en tout cas... C'est pas pareil, quoi. Chantal, merci d'avoir échangé avec nous, puisqu'on on vous a tous proposé de venir, les femmes aujourd'hui, mais je suis désolée, vous allez être mis un peu de côté, puisque c'est c'est la journée internationale des droits des femmes. Alexandra Legendre juste derrière. On vous embrasse fort et passez un très très beau week-end à Toulouse. Moi aussi, je vous embrasse. Merci, et puis, au revoir. Si vous voulez rencontrer, je vais faire ma petite pub, d'autres femmes passionnées, des femmes qui travaillent dans le monde de l'automobile, des femmes qui font avancer aussi ce milieu, je vous invite à découvrir, depuis ce matin, il est en ligne sur toutes les plateformes de podcast. Ça s'appelle Équipe Auto, 50 ans de passion, spécial regard de femmes. J'ai eu la chance, le bonheur, l'honneur d'interviewer 10 femmes qui sont des réparatrices, des ingénieurs, des journalistes, des directrices de grandes maisons automobiles. Et je peux vous dire que leur parcours de femmes est assez exceptionnel et elles sont drôles. Vous allez passer un sacré bon moment. Voilà, j'ai fait ma pub. Ça sera 50 € dans le cochon de Sud Radio. C'est fait. Dans quelques instants, on accueille Alexandra Legendre. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.
Back to Car, première marque de pièces auto recyclées et garantie à vie, vous présente. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Saviez-vous qu'il y avait eu une étude de fait, une consultation auprès des habitants du Grand Paris pour les ZFE? On va en parler avec Alexandra Legendre, qui est responsable pôle études et communication de la Ligue de défense des conducteurs. Bonjour Alexandra. Bonjour Alexandra. Bonjour à tous. Bon, on va dire le mot, un vrai scandale. Consultation en septembre 2024. Personne n'était au courant. Vous en avez parlé, vous, je crois, quand même. Repositionnons bien les choses. Oui, à l'époque, effectivement, nous, on avait déniché cette étude. Que quand on n'a pas très envie de connaître les résultats d'une consultation publique, qu'est-ce qu'on fait? On n'en fait pas la publicité. Donc, c'est vraiment ce qui s'est passé. Nous, on a essayé quand même de dire aux gens, attention, il y a une consultation, répondez-y. Et puis, finalement, sur les 5,6 millions d'habitants de la zone à faibles émissions du Grand Paris, il y a eu quand même 1752 participants. Ah, quand même. Donc, ouais. 0,03% de la population interrogée. Bon. C'est un franc succès. Et enfin, c'est triste parce que ce qui s'est passé, c'est que évidemment la métropole du Grand Paris a enterré cette consultation publique. Et puis finalement, nous on l'a déterré des oubliettes il y a quelques jours. Et pour évidemment expliquer ce qui s'était passé et puis déplorer ce côté très hypocrite d'une consultation publique dont personne n'a entendu parler et dont on cache les résultats. Ben oui, parce qu'ils se doutaient que les résultats seraient pas favorables aux ZFE. Et c'est même pire que ça, parce que d'habitude quand on dit pas favorable, on dit 60%. Mais là, je vous laisse donner le chiffre. C'est hallucinant. Et oui, on a 94% d'avis défavorables. Donc on peut vraiment se dire que les Parisiens, en tout cas ceux qui ont participé... Ça fait presque vote soviétique. Les Franciliens, les Franciliens. Les Franciliens, oui, pardon. Alexandra, les Franciliens. En fait, ce que ça veut dire aussi, c'est qu'il y a un rejet, et puis, comme on dit tout le temps dès qu'on parle de ZFE, une profonde méconnaissance du sujet, sachant qu'il faut rappeler que cette étude a donc eu lieu au mois de septembre, et qu'on a beaucoup plus parlé des ZFE à partir du 1er janvier de cette année, puisque les conditions se sont durcies, durcies. Et nous, ce qu'on aimerait bien, c'est qu'on mène la même étude aujourd'hui, la même consultation publique, il y aurait probablement bien plus de répondants, et puis on verrait à quel point, effectivement, cette mesure, elle n'est pas du tout populaire. Ouais. Donc, alors le mot que vous utilisez, vous, c'est omerta, mais c'est vraiment ça. Pourquoi les chiffres n'ont pas été publiés parce que des communications... Oui, non mais ils sont publiés, mais ils n'ont pas été communiqués. Voilà, ils n'ont pas été communiqués, parce que moi je reçois les communiqués de presse du Grand Paris, j'en ai jamais entendu parler. Hein. Personne n'en a parlé, je crois même qu'on est peut-être les premiers à en parler sur une antenne nationale. Ah ben absolument, parce que effectivement il y a une obligation légale de publication des résultats quand on mène des consultations publiques comme ça, mais il a fallu vraiment creuser, je vous avoue, pour la dénicher. Faut suivre pas mal d'onglets sur Internet pour enfin tomber sur ces résultats très très surprenants. Donc évidemment, vu la catastrophe des résultats, la métropole du Grand Paris a eu vite fait d'enterrer tout ça. Oui, c'est très étonnant. Alors déjà, ce qui est étonnant quand même, c'est que la consultation en elle-même, c'est nous qui la payons. Hein, c'est pas la métropole du Grand Paris. C'est avec nos impôts que ça fonctionne. En l'occurrence, ça coûte combien de faire une consultation comme ça ? Écoutez, ce qu'on a trouvé dans les comptes de la métropole, c'est que la métropole dispose d'un budget de crédit pour mener des consultations publiques qui est de 300 000 €, qui était de 300 000 € l'année dernière. Donc on peut imaginer que cette étude, elle a été menée en piochant dans cette petite de ce petit budget. Oui, un petit budget, oui, 300 000 €, c'est vrai que c'est rien. Mais même s'ils ont mis 2 000 €, 3 000 € dans cette étude, c'est quand même nos fonds publics. Évidemment, c'est pas ce qu'ils ont fait, parce que l'étude, la synthèse des résultats, elle est très qualitative et on imagine qu'il y a eu pas mal d'heures consacrées à la rédaction. Donc en fait, je pense qu'il y a eu quand même un vrai budget ponctionné sur ces 300 000 €. Budget qui a été. Enfin, vous prenez un paquet de billets, vous mettez le feu, c'est pareil, quoi. C'est le même résultat. Et ça aussi, c'est scandaleux. Bon, là, on parle de la métropole du Grand Paris. Alors ceux qui nous écoutent se sentent pas concernés, mais il y a d'autres ZFE en France. J'imagine que si on faisait des consultations sur les autres ZFE françaises, on aurait des résultats à peu près du même acabit, c'est-à-dire entre 90 et 95% de gens qui rejettent les ZFE. Et malgré ça, on continue à foncer tête baissée, alors que l'Allemagne, on va le préciser, parce que, alors, on va justement préciser, hein, l'Allemagne ne supprime pas, a pas décidé de revenir en arrière sur les ZFE. C'est juste que les ZFE sont imposés par l'Europe pour les villes qui ont des seuils de pollution qui sont supérieurs à une norme qu'on ne va pas évoquer, mais donc ils ont l'obligation de les mettre en place si ils dépassent cette norme. Or,
beaucoup de villes françaises ne dépassent pas la norme et décident quand même de mettre en place des ZFE. Alors que les Allemands font le contraire. Ils avaient mis en place des ZFE et là où la pollution a diminué, ils suppriment ces ZFE. Il y en a 11 qui ont été supprimés. Donc on est vraiment dans un pays, alors je vais dire, on marche sur la tête. C'est complètement dingue, quoi. On va à contre-courant. De la classe, quoi. Ouais, on veut faire mieux, que tout le monde. Et voilà. Et tant pis si ça va contraindre la mobilité des gens. Mais c'est dogmatique. Terrain, c'est dogmatique. Ouais. C'est ouf. Et puis c'est dingue qu'ils aient caché. Enfin, je vois pas l'idée de faire une consultation pour après cacher les résultats. Enfin, il y a quelque chose alors que quand Paris a fait la consultation sur les entre guillemets SUV, ils se sont dépêchés, malgré un résultat qui était beaucoup plus serré, de dire voyez, les Parisiens sont favorables à ce qu'on vire les SUV de Paris. Bon, c'est pas les SUV, c'est les voitures qui pèsent plus de 1600 kilos. Et est-ce que vous, Alexandra Legendre, puisque vous êtes responsable du pôle études et communication de la Ligue de défense des conducteurs, vous pouvez réagir là-dessus? Vous pouvez les acculer à communiquer ou... En tout cas, effectivement, déjà, dans un premier temps, quand on mène une consultation publique, ce serait bien de prévenir la population, de le faire de manière beaucoup plus claire. C'est un peu comme s'il y avait des élections et qu'on soit pas au courant, quoi. Exactement. Et puis effectivement, il y a une obligation de publication officielle et non pas en loose day des résultats, parce que en fait ils sont autoproclamés que ces résultats n'étaient pas représentatifs. Effectivement, quand vous avez 0,03% de la population concernée qui vote, on peut effectivement dire que les résultats ne sont pas représentatifs. Mais effectivement, les 55% des 5 ou 6% de Parisiens qui avaient voté pour dans le cadre des SUV dont vous parliez, Jean-Luc, tout à l'heure, donc on a été vraiment une part de la population microscopique. Elle, pour le coup, a été considérée comme représentative. Oui, ils font comme ça les arrange, quoi. Ouais, en tout cas, on voulait en parler parce qu'on parle vrai. C'est triste, mais c'est bien de le dénoncer quand il y a des choses comme ça. Exactement. Merci beaucoup, Alexandra Legendre. Merci beaucoup, responsable pôle études et communication de la Ligue de défense des conducteurs. On arrive sur l'info de 11h et juste après, on va parler pneus et on va décrypter les chiffres du marché français de 2024. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Présenté par Back to Car, première marque de pièces auto recyclées et garantie à vie. Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Allez, les Bleus, ce serait bien quand même qu'ils gagnent sur l'Irlande, même si a priori les gros connaisseurs disent que peut-être que quand même c'est compliqué. Moi je pense qu'on peut le faire, on a une très très belle équipe. Bonjour l'ami Jean-Luc, vous n'avez pas mis votre maillot vous? Ah si, mais pas le même. On s'est déjà dit bonjour tout à l'heure. Oui, mais il y en a qui arrivent. Hein. Ah d'accord. Toujours. Alors bonjour Dame Laurence. Allez, on va continuer notre émission jusqu'à midi avec un joli rendez-vous et c'est pour ça que vous avez votre t-shirt Ferrari. Exactement, parce qu'on va parler des 50 ans d'un modèle. Alors, est-ce que je peux dire c'est une Ferrari populaire? C'est vrai que c'est délicat de dire ça. Mais populaire, en tout ça veut dire aimé par le peuple. Oui, mais c'est une Ferrari populaire parce que elle a été conduite par un de nos héros d'un feuilleton, alors que les jeunes ne connaissent pas malheureusement. Quoi qu'il y a eu une nouvelle version assez récente de Magnum, puisqu'on parle de Magnum. Voilà. Mais ça sera tout à l'heure, ça. Donc on va parler de la Ferrari 308, qui était la voiture de Magnum, et qui aujourd'hui est un collector auquel il faut s'intéresser parce que finalement, elle est très sous-cotée et c'est une excellente voiture. Allez, on parlera aussi de l'Europe qui a présenté cette semaine son plan d'urgence pour l'automobile. Qu'est-ce que c'est donc que ça, que ce plan d'urgence? Alors, on tentera de le décrypter un petit peu, mais on reviendra dessus parce que là, c'était vraiment les prémices. Il y a eu des annonces. Maintenant, on attend que ça se décante. J'espère qu'on aura peut-être pu l'avoir aujourd'hui, Stéphane Séjourné, qui est le commissaire européen en charge du marché intérieur et des services. Mais malheureusement, c'était un peu short. Donc on reprendra rendez-vous avec lui. D'ici là, je vais vous expliquer ce qui s'est dit cette semaine. Et on va parler d'un autre problème, puisque vous savez qu'on est un petit peu partout en France. On est limite alerte pollution en particules. Oui. Et on demande aux automobilistes de faire des efforts, alors qu'ils n'y sont pour rien. D'accord. Voilà. J'ai l'impression que ça vient des... Oui. Mais d'ailleurs, voilà. Vous saurez pourquoi. Voilà. Et puis évidemment, vous au 0826 300 300, vous nous rejoignez dès maintenant. Hein. Vous avez envie, vous êtes une femme, vous êtes passionnée d'automobile, vous aimez, vous êtes même mécanicienne, vous êtes carrossière, vous faites un métier de réparateur d'aftermarket dans l'automobile, vous n'hésitez pas. Et puis vous aimez vous-même simplement conduire votre voiture. Mesdames, c'est notre journée, alors on va pas s'en priver. 0826 300 300 si vous nous appelez. Aude vous attend au standard. Et tout de suite, avant de vous accueillir au standard avec toutes vos questions, ou par mail jeparticipe@sudradio.fr, nous allons accueillir Régis Audugé, qui est directeur général du syndicat du pneu, pour faire un point sur les chiffres du marché du pneu 2024.
Le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route, présente Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. La seule émission nationale qui donne la parole et internationale aux pneus. Parce qu'on nous écoute d'un peu partout dans le monde. C'est vrai maintenant grâce à YouTube. Exactement, on a des questions de gens qui nous écoutent par YouTube ou par en Internet, numérique, en général, par Internet. Ou sur l'application. Un peu partout dans le monde. D'ailleurs, cette émission sera doublée en chinois bientôt. C'est une grande annonce que je vous fais aujourd'hui. Bonjour Régis Audugé. Bonjour Régis. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Directeur général du syndicat du pneu. Bon, Régis qui vient juste de finir les dernières bouteilles de champagne, parce que vous avez fêté un marché 2024 qui était plutôt pas mauvais, après l'écroulement de 2020 puis les années d'après qui est en demi-teinte, là le marché du pneumatique semble regonfler depuis l'année dernière. Oui. Oui, très très bien. Regonflé, effectivement, c'est la première fois qu'on me fait cette blague. Donc, voilà. Et alors effectivement, 2024 s'est plutôt bien passé. On a eu un marché un petit peu difficile avec des trous d'air, notamment durant la crise sanitaire 2020, un petit peu avant d'ailleurs aussi. C'était pas tout à fait simple avec un certain nombre de mouvements sociaux. Et puis on a eu la crise due à l'inflation, enfin en tout cas une flambée des prix. Et là on retrouve en 2024 alors des prix très hauts. Hein, on reste à des niveaux de prix qui sont assez élevés, qui ne progressent plus. Mais avec des volumes qui repartent. On est à peu près sur les mêmes volumes de vente que ceux qui précédaient donc les différentes crises. On est à peu près sur les mêmes volumes que 2017-2016. Voyez. Alors ce qui est intéressant, c'est que le marché du pneu s'est orienté différemment de ce qu'il était il y a 5-6 ans, ce qui est logique puisqu'il évolue avec les choix des automobilistes. Et les choix des automobilistes, on sait aujourd'hui, c'est plus de 50% de SUV vendus. Donc évidemment, au niveau des pneumatiques, ces pneus SUV prennent une part plus importante et ceux des berlines sont en baisse. Absolument, oui, c'est assez mécanique depuis très longtemps d'ailleurs, hein, depuis que les SUV sont apparus dans les concessions. Il faut quand même remarquer que c'est 10% hein, simplement des ventes de pneumatiques dans l'ensemble, donc c'est pas une grande majorité, mais ça clignote quoi. Petit à petit, évidemment, il y a plus de SUV, donc il y a plus de ventes de pneus de SUV contre moins de ventes de pneus sur des véhicules tourisme. D'accord. Bon, la grosse tendance, en revanche, de l'an passé, c'est que on se rend compte que les automobilistes ont des budgets qui sont de plus en plus contraints et ils se tournent vers des pneus. Est-ce que je dois dire low cost ou budget ? Les deux me vont. Généralement, on appelle ça aussi troisième tiers, c'est-à-dire le tiers le plus bas. Budget, low cost, oui, c'est à peu près la même idée, c'est-à-dire effectivement des pneus qui sont de moins bonne qualité, ça quand même il faut le dire, mais qui sont vendus bien évidemment moins cher et qui en règle générale arrivent de parties du monde qui sont. Oui, on va dire la Chine, allez, même si c'est pas forcément, ils viennent pas forcément tous de Chine, c'est principalement la Chine. Et c'est pas forcément. Alors là, on va faire une petite parenthèse. C'est pas forcément un bon calcul quand on a un pneu. Alors on va prendre un pneu basique qui va coûter 70 € par exemple sur une marque premium et qui ne va coûter que 50 € sur une marque budget. C'est pas forcément un bon calcul de prendre le pneu budget. D'abord parce qu'il y a des tests qui sont faits par des organismes indépendants qui démontrent qu'en matière de sécurité, c'est beaucoup moins bien, qu'en consommation en général, c'est moins bien également, donc vous allez consommer plus, donc quelque part, au fil des kilomètres, vous allez grignoter cette économie que vous avez fait, et puis surtout, en longévité, c'est nettement moins bon, donc au global, sur la durée de vie complète du pneumatique, vous n'aurez pas fait d'économie tout en roulant, en étant moins en sécurité. C'est marrant, et vous communiquez quand même assez peu sur ça. Le syndicat du pneu. Je sais que là on est un peu hors sujet, mais c'est important. Alors nous sommes un syndicat qui représentons nos adhérents et donc on n'est pas militants. Hein, voilà. D'accord. On laisse ce travail aux associations, le cas échéant, il y en a un certain nombre d'ailleurs dans le domaine de l'automobile ou dans la presse. Effectivement, oui. Nous notre rôle c'est simplement avec un regard le plus objectif possible de voir un petit peu le nombre de pneus qui se vendent, différentes catégories effectivement, les
sachant que, pour tout vous dire d'ailleurs, on a à la fois des manufacturiers qui peuvent être français ou étrangers parmi nos adhérents, mais on a également des importateurs. Donc nous, notre objectif, c'est évidemment d'être... vous dressez un état du marché sans donner d'avis. Alors moi, l'avis, je peux le donner, puisque Sud Radio, c'est Parlons Vrai. Vous m'avez entendu, vous réécoutez si vous n'avez pas bien compris, vous réécoutez en podcast. Donc je vous dis, le pneu budget, alors ça représente quoi? C'est un quart du marché aujourd'hui, Alors non, c'est 20%. Le 20%, budget, d'accord. 20%. Mais sur un marché du pneu qui est très très orienté premium, de tout temps, depuis l'Antiquité, on va dire. L'Antiquité pour nous c'est 1920 à peu près. Les pneus premium ont toujours été alors quand je dis premium, effectivement, c'est les pneus de grandes marques que généralement tout le monde connaît, Michelin, Bridgestone, Goodyear, etc. Donc ces pneus qui sont les meilleurs d'un point de vue technique et technologique, représentaient à peu près 80% du marché il y a une vingtaine d'années. On avait ensuite les lignes, les secondes lignes, c'est-à-dire les marques B, un peu moins connues, mais qui provenaient également des mêmes manufacturiers, donc c'était un niveau de qualité un petit peu différent, un petit peu en dessous, et puis on avait vraiment le pneu bas de gamme, le low cost. Le low cost était 10%, difficile de passer au-dessus, il y avait une sorte de plafond vert au-dessus des 10%, et depuis 6 à 7 ans, effectivement, ça a doublé. Donc on est passé de 10 à 20%, aujourd'hui ça représente 20%. Alors, et les pneus premium sont descendus beaucoup? Ouais, on est passé de 80 à 50. Ah oui, quand même. 2024, c'est 50%. Quand même. Tout à fait. Alors, il y a une autre tendance de fond qui est importante l'année dernière, c'est que la moitié des pneus vendus sont des 4 saisons. On est à 40%. Presque. J'ai presque. Mais je suis pas étonné, moi. Je suis un peu en avance. C'est les chiffres 2025 que je vous donne, en fait, en exclusivité. Mais en même temps, je suis pas étonné, moi, parce qu'on en parle tellement souvent de ces pneus 4 saisons que ça y est, ça devient presque automatique maintenant quand on change les pneus. Oui, ça correspond à un besoin déjà. Et une évolution technologique qui correspond à un besoin de consommation, généralement ça marche bien. C'est le cas. Donc on a eu une relance, on va dire, par le biais d'un manufacturier français qui a donc lancé un pneu 4 saisons. Qui a fort bien marché, qui a été suivi d'ailleurs par tous les autres manufacturiers plutôt haut de gamme. Comme je vous disais, c'est une évolution technologique. C'était pas simple de sortir un pneu 4 saisons, c'est-à-dire un pneu qui soit capable de rouler dans toutes circonstances, avec quasiment les mêmes capacités. Donc voilà, et le gros avantage du pneu 4 saisons, c'est évidemment qu'on n'avait pas à changer de pneu en cours de saison, en cours d'année, comme c'était le cas pour le pneu hiver. Donc on pouvait rouler en toute sécurité, hiver comme été, super, donc ça très très bien. Et on a eu un élément un petit peu incitateur, la loi montagne. 2021. Pour vous donner une petite idée, globalement on avait donc les volumes de pneus 4 saisons qui doublaient à peu près tous les 3 ans avant la loi montagne. À partir de la loi montagne, il doublait tous les ans. D'accord. Ou tous les 2 ans. Donc même s'il n'y a pas eu de verbalisation, il y a eu un effet incitatif qui a été fort. Alors pas sur les pneus hiver, le paradoxe, c'est que les hivers sont de moins en moins rigoureux, donc les gens ne s'équipent plus en pneus hiver. À part celui-là. Les pneus hiver sont... Alors les pneus hiver sont devenus un produit de niche, c'est-à-dire en fait un produit qui est plutôt pour des automobilistes qui habitent dans certaines zones de montagne, et puis qui roulent beaucoup, donc des ambulances, des taxis, et puis des gens qui vont travailler un petit peu loin lorsqu'ils habitent dans les Alpes ou dans les Pyrénées, par exemple. Voilà. En tout cas, le marché se porte quand même plutôt bien. Oui, le marché se porte mieux, tant mieux. Oui, nous on a un marché, le marché du pneu de rechange est un marché en fait il y a 2 facteurs qui influent. Un, c'est la taille du parc, c'est-à-dire le nombre de véhicules qui roulent, et puis 2, c'est comment elles roulent. Donc en règle générale, c'est ces 2 facteurs qui évoluent très très peu, en tout cas de façon très marginale. C'est très lent ces évolutions parce que c'est les évolutions de mobilité des Français. Donc ça bouge
assez peu et sur des grandes périodes. Donc en règle générale, tout ce qui peut se perdre une année se récupère les années suivantes. D'accord. Voilà, on peut repousser un petit peu les achats de pneus. C'est jamais un achat plaisir, un achat de pneus. Donc on peut le repousser, mais par contre on le repousse jamais très longtemps. Hein. On peut pas rouler avec des pneus vraiment usés pendant 2 ans, 3 ans. Non, puis il y a le contrôle technique aujourd'hui quand même, avec le défaut critique qui vous empêche de rouler le lendemain. Merci beaucoup, Régis. Avec grand plaisir. En cœur, on l'a dit. Régis Auduger, qui est directeur général du syndicat du pneu. À suivre juste après la pause. C'est vous au 0826 300 300. Vous n'hésitez pas, vous avez des questions à poser. Vous voulez réagir. Et vous, mesdames, vous avez envie de nous parler de votre passion sur l'automobile, ou tout du moins le plaisir de conduire, ou même si vous êtes vous-même une professionnelle de l'auto, mécanicienne, ingénieure, carrossière, vous n'hésitez pas. On vous attend ce matin 0826 300 300 dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et vous le savez, nous allons parler classique car dans quelques minutes avec une jolie voiture qui s'appelle Ferrari, et on parlera évidemment d'une des passions de l'ami Jean-Luc. Mais tout de suite, on va accueillir Guillaume qui est avec nous. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous les deux. C'est Dallas. Oui, alors c'est Dallas, maintenant, pourquoi est-ce qu'on vous met Dallas? Pourquoi Anthony, notre réalisateur, a décidé de vous mettre Dallas, Guillaume? Une question à 100 francs. Ouais, j'avoue que je vois pas le rapport. Non, parce que vous avez, comme vous nous avez envoyé une liste de questions qui va faire au moins 500 épisodes, peut-être plus. On s'est dit que voilà, tiens, ça allait être le feuilleton de l'émission. Alors, on vous a eu la semaine dernière, on s'était arrêté. Alors je vais même pas dire au tiers, au 10e de la liste de questions que vous aviez envoyées. Mais non, mais vous en avez envoyé combien en tout? Vous vous souvenez ou pas? 50, oui, à peu près, à une cinquantaine. Une cinquantaine. Je prépare une deuxième fournée pour le deuxième semestre. On part sur quelle question du coup? Alors, tiens, on s'était arrêté aux voitures électriques chinoises. Allons-y, on commence par là, tiens. Voilà, donc il y a quelque temps, il y avait eu une enquête de l'Union européenne sur un éventuel dumping de la Chine pour ses constructeurs de voitures électriques, et qui devait déboucher donc sur des surtaxes, sur la fin du bonus. Et concrètement, qu'est-ce que ça a donné? Donc la fin du bonus, c'est bon, mais vous pouvez enlever le éventuel, le éventuel dumping, puisque l'enquête justement européenne a mis en lumière des aides qui étaient différentes en fonction des constructeurs chinois. Il y en a certains qui avaient des aides substantielles, c'est le cas de MG par exemple, ce qui explique que les droits de douane soient augmentés sur ces véhicules-là. Voilà. Donc, alors, pour l'instant, je pense que c'est une négociation, je vais plutôt dire un bras de fer entre la Chine et l'Europe, mais effectivement, on s'est rendu compte que les constructeurs chinois étaient fortement subventionnés, ce qui leur permettait d'avoir des tarifs extrêmement bas chez nous. Et donc, alors, première chose, en France, en tout cas, on a coupé le bonus pour ces véhicules-là, sous un prétexte écologique d'ailleurs. On a dit, attention, c'est des voitures fabriquées en Chine, avec des usines qui fonctionnent peut-être avec de l'énergie qui est fournie à partir du charbon, et il y a le transport. Donc, comme c'est pas écologique, vous n'aurez pas le bonus, qui pour le coup, là, reste écologique. Le malus est plus écologique. Le malus, il est juste du malus. C'est juste de l'impôt, mais le bonus, on garde le mot écologique, et donc ils n'y ont pas droit. Et en ce moment, on est en train l'Europe est en train de discuter de ces droits de douane. Et vous avez vu qu'en début de semaine, Ursula von der Leyen a dit que l'industrie automobile était en danger. On est même allé un petit peu plus loin que ça, puisque Stéphane Bonneron, qui est le vice-président de la Commission européenne, lui a dit qu'elle est en danger de mort, l'industrie automobile européenne. Donc, mais je pense, de toute façon, il faut taper fort maintenant. Mais là, il faut surtout prendre des mesures, et je vous expliquerai tout à l'heure ce qui se profile. Il se profile certaines choses. Je vous donnerai mon analyse à moi. Tout à l'heure, avant la fin de l'émission. Oui, avant la fin de l'émission. Donc, à votre question, est-ce que l'enquête a montré qu'il y avait un dumping? Oui. On en est à des mesures, je ne vais pas dire de rétorsion, c'est pas Donald Trump qui est aux commandes chez nous, mais ça aurait été Donald Trump, je pense que ça serait très mal passé. Voilà, première question. Okay. Ça c'est fait. Ouais, ça c'est fait.
Ensuite, on a un doute sur la réponse également. Est-ce que les constructeurs discutent d'un format, d'une standardisation, d'une normalisation du format de batterie pour les rendre interchangeables, à la fois pour la maintenance, l'entretien et pour la recharge? Alors on pense qu'il y a eu un précédent avec Renault, puisque Renault avait proposé l'interchangeabilité de batterie. C'est la plus mauvaise idée du monde. Je vous explique pourquoi. Déjà, c'est pas nouveau, parce qu'au début du XXe siècle, il y a une compagnie de taxi à Paris, de taxi électrique, puisqu'on ne vient pas d'inventer la voiture électrique, qui avait mis un système de batterie interchangeable qui permettait au taxi de passer, hop, on changeait la batterie, on mettait une batterie qui était chargée, il repartait. Alors vous allez me dire, ouais, c'est pratique parce que ça se fait en peu de temps. Ça se fait en peu de temps, mais il y a deux vrais gros problèmes. D'abord, il faudrait des batteries standardisées pour toutes les voitures, ce qui paraît pas possible. Sinon, vous imaginez le nombre de batteries qu'il faudrait stocker. Ensuite, il y a un deuxième problème qui est encore pire, c'est que c'est l'élément le plus cher sur une voiture électrique, la batterie. Si vous devez stocker l'élément le plus cher de la batterie et qui ne sert pas, parce que pour une batterie en fonctionnement, il faut au moins stocker une qui fait rien, vous imaginez le prix que ça va coûter. Et il y a un troisième point, c'est que une batterie lithium-ion, à partir du moment où elle est fabriquée, qu'elle serve ou qu'elle ne serve pas, elle commence à s'user. Donc vous allez stocker l'élément le plus cher de la voiture qui va s'user sans être utilisé. Quel industriel voudrait se lancer dans un défi comme ça ? Personne. C'était la plus mauvaise idée du monde. D'ailleurs, Renault l'a abandonné extrêmement rapidement. Et personne ne voudra. Et en plus, ça imposait d'avoir un bloc monolithique qui était à l'arrière de la voiture. C'était catastrophique. Puis même en termes d'écologie, là. Non, mais les ingénieurs se sont arrachés les cheveux pour que la voiture tienne la route. Donc, non, franchement, la plus mauvaise idée du monde. Voilà pourquoi ça se fera pas. Et ben voilà. Donc, on a eu 2 questions, Guillaume. La prochaine, ce sera donc Est-ce qu'on va devoir vous avez droit à une nouvelle? Non. Il a plus le droit à une on se retrouvera, alors peut-être pas la semaine prochaine. Non, on va laisser un peu la place aux autres aussi. Mais par contre, comme vous avez plein de questions qui sont vachement intéressantes, on vous reprendra, c'est sûr. De toute façon, sûr, on vous rappelle, Guillaume, si vous acceptez d'être le 4e co-animateur de l'émission, puisque je vous rappelle que le 3e c'est Stéphane, et tous ceux qui nous écoutent sur Facebook. Vous serez notre JR. Oh non. D'accord, c'est noté. Vous habitez où déjà, Guillaume? En banlieue parisienne. Ah oui. En Ile-de-France. Vous savez quoi, Guillaume? Faut passer nous voir un jour. Mais oui. Faut venir assister à l'émission. Mais il faut venir carrément avec nous un samedi matin. Voilà. Allez. Ça, c'est un travail sur moi-même. Mais non, on sera là. Vous avez peur? Ouais, c'est Laurence, elle fait peur. Je sais, elle m'a fait ça au début aussi. C'est pas vrai. Mais quelle mente. De toute façon, les hommes, tous les hommes, merci mon Jean-Luc. Tous les hommes, ils aiment bien être rassurés. Mais nous aussi, ne vous inquiétez pas. Mais bon, allez, bisous Guillaume. Parce que sinon, l'émission va s'appeler autrement. On va rappeler Brigitte Lahaye. Et tout de suite, dans quelques instants, nous, on va continuer. Puis là, franchement, on va fêter un bel anniversaire. Un autre feuilleton. Oui, à tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. GS27, spécialiste des soins auto, moto et vélo depuis 1968. GS27, l'excellence française pour l'entretien de vos véhicules. À découvrir sur gs27.com. GS27 présente Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Oh là, ça rappelle des souvenirs. Et oui. N'en déplaise à ceux qui pensent qu'on parle que de nous, mais non, on parle pas que de nous. Ça, c'est national, international, Magnum. Ça a été même repris. Il y a une deuxième génération de feuilletons. Alors, il a changé de voiture, quoique dans un épisode, il avait repris la voiture initiale de Thomas Magnum, puisque c'est de Magnum qu'on parle. Thomas Magnum qui roulait avec une Ferrari 308 GTB, ce qui a rendu très populaire cette petite Ferrari, parce que c'est une petite Ferrari qui était censée démocratiser Ferrari. Avec un bon moteur quand même. Oui, non mais voilà. Bon, on accueille Stéphane Bonneron, qui est expert auprès de la Cour d'appel de Paris et spécialiste Ferrari. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour à vous. Bonjour aux auditeurs. C'est quoi un expert auprès de la Cour d'appel de Paris quand on parle de voiture ? Écoutez, il s'agit de régler quelques litiges qui peuvent être liés aux véhicules de collection, autour du véhicule de collection, des problèmes d'authenticité, et puis autrement rien de bien particulier. Et il y a Anthony qui vient de nous mettre sur la page Facebook de Sud Radio la fameuse Ferrari. Alors il y avait Magnum juste sur le côté, mais c'est vrai qu'elle est la vôtre que vous avez dans le garage aujourd'hui là, qui est de couleur noire, c'est une 328 vous, c'est GTS. L'évolution, voilà. C'est l'évolution de la 308, ouais. Donc alors Stéphane, vous êtes d'ailleurs sur un rallye là en ce moment.
Exactement, on se trouve dans le Perche avec toute une équipe de copains, on peut le dire, dans un rallye qui s'appelle les 100 GT, qui a existé à partir des années 70. Et puis c'est bien sympathique. C'est où dans le Perche, Stéphane ? Là, nous sommes du côté de Bellem. Ah, c'est chouette. Et donc, bon, alors j'imagine que, j'imagine que comme elle était... On se trouve actuellement à la propriété de Roger Martin Dugard, en fait. Pour une visite. Enfin bon, c'est bien sympathique, le temps est de la partie. Ah bah, il fait beau. Et manger du boudin, hein, c'est la spécialité du Perche, et des pommes. Vous voulez pas qu'on revienne un peu à notre Ferrari finalement, oui, si, là, plutôt que le boudin, parce que bon. Alors la 308, l'idée de départ, c'était quoi pour cette voiture ? L'idée de départ, c'était de faire une continuation pour donc la 246 GT Ferrari, plus moderne si vous voulez, avec un moteur un peu plus musclé, puisque donc la 246 était un 2 litres. Alors 246 pour ceux, Stéphane, la 246 pour ceux qui sont pas des spécialistes Ferrari, on va reparler d'un autre feuilleton, voilà, Danny Wilde dans Amicalement Vôtre. Voilà. Okay. Donc la petite voiture de Danny Wilde, c'est la suivante en fait, c'est la 308, c'est ça. D'accord, OK. Voilà. En fait, si vous voulez, elle était en 2 litres 4 de cylindrée et avec et moteur V6, donc 2 litres 4 V6, et avec la 308, donc on reprend le châssis de la 246 et on y greffe un moteur V8 de 3 litres de cylindrée en fait, avec une carrosserie donc modernisée qui est à cheval entre celle de la 246 GT et celle de la berlinette Boxer sur un dessin de Fioravanti et sous la houlette de Pininfarina, bien sûr. Oui, très belle voiture. Alors bon, puissante, 255 chevaux au départ, avec une particularité, c'est que quand elle est sortie, cette voiture, elle avait une carrosserie qui était en plastique. On va faire simple. Ça n'a pas duré très longtemps. Ça, c'était, si vous voulez, donc la 308 prend son essence avec le modèle 308 GT4 qui était une 2+2 carrosserie Berton. Ça, c'était en 1973. Et donc la 308, elle, née est présentée en 1975. Et ensuite, si vous voulez, les versions, la production 77, avec des versions, il y a eu environ 3000 exemplaires de la 308, dont 800 les premiers exemplaires qui ont été construits en résine. Ouais, elle s'appelle la Vetro-Resina. Vetro-Resina. Voilà. Avec quelques particularités comme un seul échappement. Bon, après, elles ont toutes été modifiées en double sortie, mais théoriquement, elles n'ont qu'une sortie d'échappement, ces autos. Hein. Ouais. La particularité de cette voiture, bon, c'est déjà qu'elle a un moteur V8, mais il est transversal, donc il n'est pas dans le sens de la longueur de la voiture. Pourquoi ? Ça a permis aussi de mettre la boîte sous le moteur, donc de diminuer la longueur de la voiture, de diminuer l'encombrement. C'est la compacité surtout de l'ensemble mécanique. Voilà, donc moteur V8 qui alors s'avère être pratiquement le moteur le plus fiable que Ferrari a jamais fabriqué. Ah oui, si vous voulez, bon, il a été utilisé jusqu'à la 328, et c'est un moteur qui a été engagé aussi en compétition, par exemple nous en France par Pozzi sur la voiture d'Andruet, notamment au Tour de France Auto début des années 80, ça va être 81 à 82. Enfin voilà, c'est une voiture qui était très très compétitive, et le moteur très résistant. Très résistant parce qu'il a servi de base en plus au moteur biturbo de la F40 que les passionnés connaissent, qui montait à une puissance qui dépassait les 400 chevaux. C'est aujourd'hui un modèle qui est intéressant en collection parce que il semble un peu sous-coté. Oui, comme je vous le disais, une production à 3000 exemplaires qui est peu, mais finalement tout de même assez importante. Enfin, on dépasse la moyenne série. Et si vous voulez, c'est les chiffres de production qui font vous pouvez imaginer qu'elle est sous-cotée. Mais moi, je pense que le prix est tout de même
assez bien. On trouve aujourd'hui, c'est quoi, entre 80 000 et 100 000 euros pour avoir une voiture? C'était bien descendu. Alors là, vous avez une voiture en acier, à ce Ouais, prix-là, ouais, 80 et 100 000. Donc dans les premières versions, oui, donc un moteur 255 chevaux, parce qu'après elles sont sorties en injection, et ensuite encore en 4 soupapes par cylindre. Comment dire, les versions les plus intéressantes sont donc les 255 chevaux. Prix, je vous dis, 80, 100 000 environ. Ouais. Mais après, alors, à utiliser, alors je peux vous en parler. Alors, c'est pas une 308, mais j'ai un ami qui a une 308, donc c'est ça qui m'avait donné, moi, l'idée d'acheter la 328. C'est une voiture, c'est pas un boulet de canon, hein, c'est pas une supercar, mais c'est un modèle qui, dans ses dernières évolutions, fait 270 chevaux, ça suffit pour rouler à 50 km/h sur le périphérique, qui est une voiture qui est à la fois agréable à conduire, assez confortable, dans laquelle on peut emmener des bagages quand même, qui est une voiture extrêmement polyvalente et qui est sans doute la Ferrari aujourd'hui qui est la moins chère à entretenir. Parce que quand on achète une voiture de collection, il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est combien ça va me coûter derrière. Alors si vous avez une Mercedes, ça je peux vous en parler aussi, des fois le prix des pièces, on a l'impression que c'est la date qu'ils vous mettent en bas. Au moins, alors Ferrari, il y a des pièces très chères, il y en a d'autres qui le sont moins, et ça c'est une voiture qui est assez simple à entretenir, pour une raison, c'est que vous pouvez changer la courroie de distribution sans démonter le moteur. L'accès est facile parce que le moteur est transversal. L'embrayage, c'est la même chose de l'autre côté. Vous pouvez le changer sans avoir à démonter intégralement la voiture. Donc c'est une voiture relativement peu chère à entretenir. Oui, et puis en plus, vous avez absolument toutes les pièces aujourd'hui pour faire rouler ces autos. Bon, il y a un petit secret, c'est de bien les faire chauffer avant de tirer dessus. Mais une fois que le moteur est vraiment en température, c'est vraiment une auto d'une fiabilité incroyable. Ouais, vous avez toutes les jauges. À l'époque, on pouvait contrôler tout. Pression d'huile, température d'huile. On laisse monter la température d'huile au-delà de 100 degrés, puis là, on peut commencer à rouler un peu. Et le moteur, ça prend 7500 tours et ça chante. C'est ça surtout qui est très sympa. Exactement. Vous êtes avec quelqu'un qui en utilise une là sur le rallye? Alors oui, je suis avec un très bon ami qui a fait de nombreux kilomètres en Ferrari 308 et qui utilise sa voiture assez fréquemment. Et c'est vraiment. Il s'appelle pas Thomas. Il prend beaucoup de plaisir à son volant. Pardon ? Il s'appelle pas Thomas. Non. Il n'a pas de moustache, il s'appelle pas Thomas. Non, c'est pas lui. Thomas Magnum. Stéphane, merci beaucoup. Bon rallye, Stéphane, en tout cas. Dans le Perche. Merci beaucoup. Cette belle région entre la Sarthe et la Normandie. Profitez bien des belles autos dans une belle région. Le Perche est très beau. Ouais. Eh bien, Stéphane Bonneron, merci beaucoup. Merci. Et n'en déplaise à ceux qui disent que je ne parle que de moi, mais j'y étais il y a 4 jours dans le Perche, et c'est vraiment très beau. C'est vraiment très beau. Dans quelques instants, nous allons parler d'un dossier de l'actualité. On va parler de deux dossiers d'actualité, parce que je vais vous en rajouter un qui va vous faire. Et ce que l'Europe a présenté cette semaine, son plan d'urgence pour l'automobile. Et puis évidemment, on vous donnera la parole pour notre chronique. Quelle auto choisir ? Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Avec GS27, spécialiste des soins auto, moto et vélo depuis 1968. GS27, l'excellence française pour l'entretien de vos véhicules. À découvrir sur gs27.com. Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et pour terminer notre rendez-vous, avant de vous accueillir, pour quelle auto choisir, on va faire un point sur ce qui s'est passé cette semaine. Voilà, grosse actu pour le monde de l'automobile, mais également pour les automobilistes. Exactement. Bon, l'automobile, ça représente en Europe près de 12 millions d'emplois. Donc il est peut-être temps de se dire, ça serait bien de faire un geste pour le secteur de l'automobile. On a quand même au moins quelqu'un qui défend le secteur de l'automobile au niveau national auprès de la Commission. C'est Stéphane Séjourné qu'on aura peut-être d'ailleurs la semaine prochaine ou en tout cas, l'invitation est lancée. Vice-président de la Commission européenne et en charge de ces affaires-là, qui lui a dit que l'industrie était en danger de mort. Donc on a eu une annonce. Alors en début de semaine, c'est la présidente de la Commission qui a dit premier geste. Vous savez qu'il y avait, on en a déjà parlé, ces fameux objectifs d'émissions de CO2, les normes, ce qu'on appelle les CAFE. Les normes CAFE. Ça veut dire en gros, en fin d'année, les constructeurs ont un objectif CO2 à remplir.
leur gamme ne doit pas dépasser, c'est 80, je crois que c'est 80 grammes d'émissions de CO2 au global. Ceux qui dépassent, chaque gramme, ça coûte un bras. Donc c'était, pour la plupart des constructeurs, des sommes hallucinantes à payer. Alors, la présidente de la commission a dit, voilà, on garde l'objectif pour dans 3 ans, de baisse de CO2, on ne le modifie pas, mais par contre en fin d'année on va pas vous mettre les amendes, on va vous laisser 3 ans pour régler, pour arriver à vous mettre à ce niveau-là. Sinon, qu'est-ce qui serait passé en fin d'année ? Admettons en septembre, vous allez chez un constructeur qui n'a pas rempli ses objectifs de CO2 et vous voulez acheter une grosse voiture avec un gros moteur, et vous dire ah non, j'en vends plus, sinon ça va me coûter tellement cher en taxes, en amende derrière, que je peux pas vous vendre cette voiture. Mais j'en vends plus, ça veut dire je n'en construis plus avant. Eh oui, j'en construis plus, j'en vends plus. Enfin, voilà. Bon, est-ce que les gens sont prêts à acheter que de l'électrique ? La réponse, on le sait très bien, c'est non. Voilà. Donc, il y avait ce vrai problème-là. Donc, on donne un peu de souffle aux constructeurs, on leur laisse 3 ans. Mais, en fait, on va leur laisser plus que 3 ans, parce que entre-temps, alors ça, on n'en a pas parlé. Il y avait une clause de revoyure, vous savez, interdiction des véhicules thermiques en 2035. Donc on ne vendait plus que des voitures électriques ou hydrogène. Hydrogène, c'est une connerie, donc de toute façon on ne vendait plus que des voitures électriques à batterie. Ou avec les fameux e-fuel que les Allemands essayent d'imposer, des carburants zéro émission de carbone, mais qui coûtent un bras fabriqué pour le moment. C'est pas la solution. On avait dit une clause de revoyure en 2026, c'est-à-dire en 2026, on se réunira à nouveau, on dira si oui ou non on garde l'échéance de 2035 pour la fin des véhicules thermiques. Cette clause de revoyure, elle a été avancée. Elle sera au second semestre de cette année. Et donc, alors c'est mon analyse à moi, Ursula von der Leyen dit bon, on va pas vous mettre d'amende en fin d'année, on vous laisse 3 ans, mais entre-temps, l'objectif, il va changer. Elle a dit on maintient les objectifs, mais on en rediscute des objectifs en fin d'année. Donc, il est clair que l'industrie automobile qui est vent debout, y compris certains pays, la France, l'Allemagne, il y a des grands pays qui aujourd'hui commencent à réagir à lutter qu'on appelait le Green Deal européen, l'Allemagne aussi d'ailleurs. Quand vous avez ne serait-ce que ces 3 pays-là qui disent niet, on est désolé, je pense qu'en fin d'année, la clause de revoyure va dire c'est plus 2035, c'est 2040 ou 2045. Donc le tout électrique ne passera pas pour le moment, ce qui n'empêche pas la Commission européenne de mettre un peu la pression, par exemple sur les entreprises. Ça, c'est le plan qui a été annoncé cette semaine. On veut verdir les flottes d'entreprises, c'est 61% des ventes de voitures en Europe. Les ventes aux entreprises, c'est pas négligeable. Et les entreprises sont beaucoup moins vertueuses que les particuliers. C'est-à-dire qu'ils achètent moins de véhicules propres. Eux, ils voient avant tout combien ça leur coûte. Et les véhicules électriques, ça leur coûtait un peu trop cher. Donc, les objectifs de la France sont repris au niveau européen. On dit, regardez le bon élève, c'est eux. Donc, il faut que les entreprises, avant c'était à partir de 100 véhicules devaient s'équiper, avaient un pourcentage de véhicules électriques qui devaient être dans leur flotte. Aujourd'hui, on descend à 50. Donc, avec l'espoir d'augmenter les ventes de voitures électriques. Les fabricants de batteries européens, vous savez, on nous a dit oui, l'Europe, ça y est, on va être des leaders et tout. Manque de peau. Entre-temps, le marché chinois a baissé. Donc, les Chinois ont beaucoup de batteries à nous vendre. Donc, les prix ont baissé. Donc, là, les fabricants européens sont étranglés parce qu'il y a un dumping terrible sur les tarifs. Donc, il est question aussi. Alors là, pour le coup, on parle de joint venture avec les Chinois. En gros, avant, c'était les méchants ennemis. Maintenant, on se dit, on va peut-être essayer de faire quelque chose avec eux. C'est vrai qu'ils ont de l'avance. C'est vrai qu'ils ont des prix que nous, on n'atteindra jamais. Maintenant, collaborer avec les Chinois, je suis désolé, on ne mange pas avec le diable, même avec une longue cuillère. J'aime bien cette phrase, parce que de toute façon, à chaque fois qu'il y a eu des collaborations avec les Chinois, on a toujours été marron au bout du compte. Donc, est-ce qu'il faut développer des nouvelles technos de batterie, mais vraiment de rupture ? C'est la vraie question qu'il faudrait se poser. Et là, il faudrait beaucoup de crédit, et on n'en a pas encore discuté. Donc, tout ça pour dire que là, on vient de remettre sur pied entre guillemets, les objectifs de l'industrie automobile en Europe. On va en discuter, on va les assouplir dans un premier temps gentiment. Il est possible que ça évolue, que la marche forcée pour le tout électrique disparaisse avant la fin de l'année. Mais ils ont compris en tout cas que la filière automobile européenne a besoin. Mais là, il y a une vraie catastrophe sinon annoncée. Autre actualité avant de passer à notre ami Hervé. Alors, on est en ce moment en alerte. Alors, on n'est pas encore en pic de pollution, mais on est sur des niveaux de particules qui sont très
très élevés, comme toujours à cette saison. Mars, avril, c'est systématique et on nous dit, bon, on va baisser la vitesse. Le préfet de police de Paris avait envisagé de baisser Île-de-France, partout. en Île-de-France avait envisagé de baisser la vitesse. C'est le cas même dans d'autres régions en France. Or, il faut savoir une chose, c'est que l'automobile n'est pas responsable. Pour une fois, là, on peut pas incriminer l'automobile parce que 50% des particules émises en ce moment sont issues de l'agriculture. Je m'explique. On a eu une phase où il a beaucoup plu. On n'a pas pu mettre d'engrais dans les champs. Là, depuis 10 jours, il y a une accalmie, il y a un petit peu de soleil. Donc, les agriculteurs épandent des engrais dans les champs. Il y a des grosses inversions de température entre la nuit et le jour. Et qu'est-ce qui se passe? C'est la petite brume que vous avez le matin sur les champs. Et bien ça, c'est de la pollution, c'est de l'ammoniac qui remonte, qui est dû en fait à cet épandage dans les champs. Et l'ammoniac se combine avec les oxydes d'azote qu'il y a dans l'air et ça fait ce qu'on appelle du nitrate d'ammonium. Alors c'est le truc explosif, mais là pas à des concentrations suffisantes. Mais nitrate d'ammonium, c'est des particules secondaires et c'est ces particules en ce moment, c'est 50% des particules qui sont dans l'air en ce moment, c'est du nitrate d'ammonium. Et on voit bien que même si on diminue la vitesse des voitures, ça fera pas baisser puisque c'est les émissions d'ammoniac dans l'air qui sont liées à l'épandage dans les champs qui sont la cause initiale de cette pollution. Et c'est pas pour incriminer nos amis agriculteurs, mais c'est vraiment pour expliquer factuellement ce qui se passe en ce moment et donc d'arrêter de taper sur l'automobile. Sur les automobilistes tout le temps, c'est pas possible. Faut arrêter de tirer sur l'ambulance. Merci beaucoup pour ce décryptage de l'actualité de la semaine. Et quant à nous, eh bien tout de suite, on va finir avec Hervé qui a besoin de vos conseils, l'ami Jean-Luc, pour choisir sa future voiture. Sud Radio, on parle auto. Quelle auto choisir? Anthony est très pressé là. Anthony, on se calme, jeune homme. Bonjour Hervé. Bonjour Hervé. Oui, bonjour Laurence et bonjour Jean-Luc. Vous allez bien? Très très bien. Bon, alors on vous écoute. Hervé, il hésite entre plusieurs voitures. On vous écoute Hervé. Voilà, en fait, j'envisage de changer ma berline, donc enfin il y a un SUV. En fait, je voudrais un SUV qui soit environ entre 4,30 m et 4,50 m, confortable, fiable, silencieuse. D'accord. Voilà. Voiture haute, hein. Ouais. Et vous m'avez envoyé une petite liste. Hein. Il y a un BMW X1 S-Drive 20i, donc là c'est c'est pas le modèle de base d'ailleurs, mais c'est pas loin. Mercedes GLA 200, alors finition AMG Line, mais ça on laisse de côté. Et Volvo XC40 en B3 ou B4, je vais expliquer à ceux qui connaissent pas. Le futur Audi Q3, bah, vu qu'il y a futur devant, je peux pas pouvoir vous en parler. Voilà. Alors déjà, je vais tout de suite vous arrêter. Alors le GLA, j'aime bien parce qu'il a un beau tableau de bord, une présentation intérieure, l'habitabilité arrière est bonne, voilà. Bon, il a 2 défauts, dont un qui est éliminatoire. Il a un petit coffre, mais peut-être que ça pourrait vous satisfaire. Sinon, le deuxième défaut, c'est qu'il a beaucoup de problèmes de fiabilité en ce moment et qui sont pas bien résolus par Mercedes. Donc, on va le laisser où il est, le Mercedes. Le Volvo XC40, bon. Le Volvo XC40, on va tout de suite aller sur alors, il y a deux motorisations qui sont proposées, mais on va tout de suite aller sur le B4. Pourquoi ? C'est quoi B3, B4, ça veut dire quoi ? En fait, c'est 2 moteurs différents, 4 cylindres avec une hybridation légère. Il y en a un qui fait 163 chevaux, l'autre 197, tous les deux avec des boîtes. Là, on a de toute façon, on n'a plus que de la boîte automatique ou robotisée sur tous les modèles dont on parle. Le Volvo XC40, moi j'aime bien pour le confort, pour la chaîne IFI, vous allez dire quelle importance? Bah si, ça compte. J'aime bien pour le style. C'est une voiture qui est compacte, mais qui offre quand même une bonne habitabilité. La sécurité est bonne chez Volvo. Ouais. Alors après, il y a des trucs que j'aime pas. C'est principalement vous savez, Volvo a suivi un petit peu Tesla dans le tout digital. Il faut passer par l'écran central pour gérer tout un tas de fonctions. Ça, franchement, c'est pas super pratique, mais à la limite, on peut s'en accommoder quand on a réussi à s'adapter au modèle. Et puis après, bon, c'est pas un truc sportif. Ça veut dire ça tient très bien la route, mais ça prend un peu de roulis dans les virages. Bon, c'est pour préserver le confort, donc c'est plutôt pas mal. Et surtout, il a un avantage. Pourquoi je vous dis le B4 plus que le B3, c'est que paradoxalement, il est plus puissant, mais il consomme moins en moyenne. Donc on est à 7 litres et demi à peu près. Alors après on va j'avais mis aussi l'Alpha Tonale, mais non, on laisse de côté. Pourquoi j'ai gardé le BM pour la fin? Bah parce que c'est celui que je préfère. D'abord parce que ce petit moteur 3 cylindres allié à un moteur électrique qui est dans la boîte de vitesse, et ben le mariage des deux, ça marche super bien. C'est un moteur qui a une très belle sonorité. Il est étonnamment sobre. Sauf quand vraiment, si vous avez une
une godasse de plomb et que vous écrasez la pédale d'accélérateur, que vous roulez comme un dingue. Mais sinon, à chaque fois que j'ai roulé avec ce moteur-là, j'ai été surpris par les consommations des voitures, y compris sur autoroute. Donc c'est un moteur qui marche très bien, qui jusqu'à preuve du contraire, et maintenant il y a un petit moment qu'il est sorti, fait preuve d'une bonne fiabilité, même on peut dire d'une très bonne fiabilité. Et puis le X1, bon, agréable dedans, finition qui est encore correcte. Il est pas dans la dérive des tout derniers modèles avec lesquels j'ai roulé. D'ailleurs cette semaine, je suis allé essayer le nouveau X3 en début de semaine. La finition c'est miséreux dedans, et le X1 est pas encore frappé par ces économies-là. Donc ça reste une BM avec une finition de BMW, pour être clair. Donc mon choix dans ce que vous avez proposé, c'est sans hésiter le X1 pour le plaisir de conduire. D'accord. Et puis bon, je vous dis, en termes de conso, en plus, moi j'ai réussi à faire, quand je l'avais essayé, j'étais à 6,5 litres, c'est franchement bien pour un bestiau qui est quand même une grosse voiture, quoi. Juste une petite remarque quand même, parce qu'on a essayé les deux véhicules. Et en fait, on s'aperçoit tout de suite qu'on est sur un 2 litres quand même en ce qui concerne le Volvo, et un 1 litre 499. Oui. En ce qui concerne le BMW. Ouais. C'est beaucoup plus bruyant aussi dans le BMW que dans le Volvo. Et oui. Et le confort est quand même moindre aussi. Oui, exactement. Mais par contre, si vous êtes dans les virages, vous préférez le BMW. Ok. Voilà. Alors je sais pas quel usage. Je préfère le tableau de bord aussi du BM. Oui. Ouais. Moi, je sais pas dans quelle région vous êtes et quel type. Alors, ce que j'aurais dû vous poser comme première question, c'est quel usage vous allez avoir du véhicule? Ça va être juste pour sortir du département, parce que j'ai déjà un petit véhicule électrique 100%, donc c'est juste pour sortir du département. Pour faire des grands trajets. Besoin, quoi. Ouais. Des grands trajets, exactement. D'accord. Voilà. Grand trajet, le BM consommera moins que le Volvo. Hein. D'accord. Si vous êtes sur l'autoroute à 130, il consommera moins. Bon. Super. Puis bon, il me plaît bien aussi. Il y a pas de il est beau. Ouais, voilà. Oui, il est très très beau. Voilà. Puis non, faut pas s'arrêter au fait que le moteur. D'abord, il fait 170 chevaux, hein, le véhicule, donc c'est largement suffisant par les temps qui courent. Voilà, Hervé. Merci beaucoup. Passez un super week-end, bon choix. Hein. Maintenant, il faut toujours faire le choix. On vous embrasse fort. Merci l'ami Jean-Luc, on se retrouve samedi prochain. Yes. Avec plaisir. Et quant à vous, vous savez que vous avez plein de jolis rendez-vous cet après-midi, dont le grand match France-Irlande. Ça sera à 15h15 à l'Aviva Stadium, et toute l'équipe de Sud Radio Rugby, Alexandre Priam, François Trio, Quentin, vous donne rendez-vous dès 14h30 pour l'avant-match. Bon week-end avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons